Depuis le Conquérant, Starker et Alov-Jaman recherchent désespérément la trace de Noès et Ghost. Les dernières minutes de vol après le départ de la capsule ont été effacées de la mémoire du cristal pensant, et leurs recherches sont bien difficiles. Jack, il faut se rendre à l'évidence. Nous avons parcouru des centaines d'années-lumière après leur départ. Cela nous donne une zone de recherche de presque 100 000 années-lumière au carré. C'est quasiment impossible de les retrouver. Le contraire tiendrait du miracle. Si au moins leur balise s'était mise en route, nous n'aurions plus qu'à la suivre, en nous laissant guider. Et Ghost est un très bon copilote. Du reste, il a plus d'expérience que nous tous réunis, et aussi il en est le plus âgé. S'il y en a un parmi nous capable de se larguer à vitesse supralumique pour se poser sur un astre, c'est lui. Je pense que Noès et Ghost ne sont plus dans la capsule à cette heure. Mais pourquoi a-t-il enlevé Noès? Peut-être la solitude, peut-être autre chose. Mais il ne s'est jamais réellement intégré à l'équipage, et nous ne l'avons pas toujours apprécié justement parce qu'il n'aimait pas se mélanger à nous. Mais ses qualités de copilote sont inestimables. As-tu trouvé dans sa chambre des éléments permettant de nous guider? Aucun, Jacques. Il n'a rien laissé. Pas même un mot. Une note. Donne-nous 7 jours pour retrouver au moins Noès. Si nous échouons, nous rentrerons. Je suis surpris de ta décision, Jacques. Tu ne m'as pas habitué à baisser les bras, mais je crois qu'elle est sage. Alov-Jaman propose à Starker et Jacques, maintenant que les instruments sont réparés, de reprendre la direction d'ici. Mais pas de traces de Noès. Le 2e jour passe, dans la déception. Le lendemain, Starker a une idée. Il pense qu'Ghost a pu se laisser tracter par le Conquérant. Dans ce cas, ils ne sont peut-être pas loin. Il faut examiner les environs proches, mais très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est inutile. Il ne faut pas rêver, lui dit Jacques. Le 3e jour passe, le 4e de la même sorte. Le 5e jour, l'officier de transmission reçoit un signal radio très faible, qui ressemble à celui de la capsule. En arrivant au niveau de l'émetteur, qui est maintenant parfaitement audible, ils aperçoivent, depuis le vaisseau, une petite capsule spatiale avec des panneaux solaires déployés. Jacques, qui participe à l'observation, n'en croit pas ses yeux. « Rapprochez-vous, je crois reconnaître ce petit vaisseau. »« Nous pourrons l'intercepter, dit Starker. »« Oui, je pense que c'est une bonne idée. » Alov-Jaman exécute la manœuvre. L'engin s'approche et pénètre dans le vaisseau. Starker et ses hommes s'approchent et, stupéfait, Jacques se met à genoux devant la sonde et pleure. Les autres hommes ne comprennent pas pourquoi un vieux tas de boulons d'aluminium et de titane peut mettre Jacques dans cet état. Starker s'approche de lui. Que se passe-t-il? Il se retourne vers son ami, qui le regarde, les yeux brillants. « Je vais pouvoir rentrer chez moi. Maintenant je sais comment retourner sur la Terre. »« Comment ça, sais-tu ce qu'est cet engin? Pas plus gros qu'une casserole ?»« Oui, Starker. C'est la Terre qui l'a lancé dans l'espace il y a bientôt 30 ans. C'est Voyageur 3. » Jacques se redresse, prend un petit chiffon laissé sur le sol, se dirige vers le socle de la sonde et tourne autour. Juste à la base, il se met à frotter sur une plaque noircie par le temps. Mais la calamine et le carbone forment une croûte trop dure pour la retenir. Jacques s'énerve et s'effondre, désemparé. Le lendemain, Starker, très réjoui, emmène Jacques au laboratoire. Viens voir Jacques. Les hommes ont démonté la plaque et ont travaillé toute la nuit. Ils poussent la porte de la salle, qui donne sur une table, remplie d'outils, et où se trouve un morceau de métal plus brillant. Regarde. Jacques s'approche et retrouve ce qu'il avait vu dans des émissions de télévision. Les mêmes dessins et signes astronomiques qu'il ne peut interpréter. L'homme qui a travaillé depuis hier lui explique. Voici représenté le système solaire. Ici la Terre, lui dit-il, en pointant la 3e planète depuis le Soleil. Voilà maintenant ton étoile localisée dans la Voie lactée. Nous pouvons déterminer ses coordonnées et nous avons la possibilité de t'y ramener. Nous devons être tout près de la Terre, car cet engin a une vitesse de 30 ou 50 km à la seconde, loin de la vitesse de la lumière. Vous pouvez savoir où est ma planète? Le cristal pensant détermine dans l'instant la distance et la situation précise de chacun. Nous sommes à 6000 années-lumière l'un de l'autre. Cette sonde a dû se faire happer par une fenêtre spatio-éthérique, c'est pour cela que nous la retrouvons si loin. J'ai entendu parler des trous noirs où tout peut être attiré, mais de cela jamais. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement d'une zone où il y a un vide d'éther dans l'espace.
Dans ce vide, tout circule à des vitesses prodigieuses. Nous avons une carte spatiale indiquant ces zones. Jacques vient de faire une découverte qu'aucun physicien terrestre ne peut imaginer. Comme la distance est courte, nous pourrons te ramener sur Terre, précise Starker, si tu le souhaites. J'aimerais, mais il y a tant à faire. Aqualus et Cléonis perdus par ma faute, maintenant, Noèse, je serais bien lâche de les abandonner aujourd'hui. De plus, je me suis attaché à vous tous et mon cœur est attiré par l'une des vôtres. Mettons ces informations précieuses de côté et occupons-nous de trouver nos amis. C'est le 7e jour de leur recherche, et Jacques avait auparavant décidé d'interrompre les recherches passé ce délai. Jacques, c'est la fin de notre recherche. Dans quelques heures, prendrons-nous le cap vers l'Unis? Quelle est ta décision? Je ne puis me résoudre à l'idée de perdre encore une personne. Peut-être Noès et Egost sont-ils déjà morts? Nous pouvons imaginer le pire. Je vais aller me coucher. Je prendrai ma décision demain matin. Donne l'ordre d'attendre encore un peu. Bonne nuit. À toi aussi. Mais le problème sera encore présent à ton réveil. C'est dur. Je te comprends. Bonne nuit, Jacques. Au milieu d'un rêve, Jacques entend frapper à sa porte. Monsieur Briand, réveillez-vous. C'est important, très important. Que se passe-t-il? Le commandant Starker m'a demandé de venir vous chercher. Nous recevons depuis 20 minutes un signal de détresse très distinct de la cellule de survie que nous recherchons. Jacques n'en croit pas ses oreilles. Il se sent instantanément plein d'espoir, tout en retrouvant Starker au poste de pilotage. Jacques, il ne faut pas encore crier victoire. Je ne sais pas pourquoi la balise refonctionne, mais nous avons localisé la capsule et nous dirigeons dessus. Il semble qu'il se soit posé sur une petite planète référencée, mais qui n'a jamais été colonisée, ni même visitée par nos vaisseaux, car sa radioactivité est trop importante. Nous nous y poserons quand même. Il nous faut 3 jours pour nous y rendre. Cette planète radioactive est-elle dangereuse pour nous? Son rayonnement est 2000 fois supérieur à ce que nous pouvons supporter. Il est probable que nous mourions si nous y séjournions. Le véhicule de Noès est protégé des radiations. S'ils ne sortent pas, ils ne risquent rien. Mais s'ils ne sont plus protégés, que va-t-il leur arriver? Starker ne répond pas à sa question. Nous prendrons des combinaisons. Nous ne risquerons rien. Faisons au plus vite pour les retrouver. Voilà encore un nouveau danger pour Noès. Le conquérant file dans l'espace. Starker fait mettre toute la puissance sur les moteurs, et à la fin de 2 jours, ils se mettent en orbite autour de la planète. Jacques, apercevant la planète verte et rouge, demande à Starker « Quel est son nom ?» Elle s'appelle Unis. Cela ressemble à l'Unis. Juste un peu, mais pour l'hospitalité, je ne crois pas. Dans combien de temps nous nous y poserons? Très prochainement. Le temps de préparer la cellule et de nous équiper. Nous allons prendre une cellule de secours. J'en ai fait préparer une et j'ai fait gonfler le moteur et l'autonomie. Nous serons 4, toi et moi compris. Allons mettre nos combinaisons. Tous étant installés, la capsule s'éjecte. Starker aux commandes suit le signal de la balise des naufragés qui leur indique la direction. Rapidement, ils plongent dans l'atmosphère de la planète. La vitesse de chute contrôlée leur permet de descendre doucement, et, à 1000 mètres d'altitude, ils aperçoivent la cellule perdue. Mais aucun signe de vie autour. Ils se posent à côté. Dès que le sas s'ouvre, Jacques est le premier à sortir et à se précipiter vers le vaisseau. À l'intérieur, c'est un spectacle désolant qui s'offre à ses yeux. Il contemple la cabine, avec toutes les traces de sang sur les sièges, les cloisons. Starker, derrière lui, observe attentivement les lieux. Il y a eu un gros problème. Mais regarde, il y a au sol des cathéters avec un appareil de transfusion, et la balise semble avoir été réparée. Qu'est-ce que cela veut dire? Demande Jacques. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont essayé de se soigner l'un ou l'autre. Un des hommes, à l'extérieur, les appelle. Capitaine, nous avons de la visite. Jacques et Starker se retournent et voient un vieil homme, entouré des 2 hommes d'équipage, qui leur dit. Mes amis, soyez rassurés, la jeune femme va bien, elle se repose. Jacques se rapproche de l'homme, mais ce n'est pas facile de communiquer à travers un scaphandre. L'homme lui dit. Si vous voulez me parler, il serait bon d'enlever votre casque. Jacques l'entend à peine mais comprend. Sans prendre garde, il déverrouille son scaphandre et ôte son casque. Starker le voit faire, mais n'a pas le temps de réagir. Vous nous parliez d'une jeune femme? Mais Starker l'interrompt. Jacques, tu es fou, cette planète est hyper radioactive, remets ton casque.
Calmez-vous, jeune homme, lui lance l'étranger. Il ne court aucun risque. L'atmosphère est inoffensive et la radioactivité aussi. Je vous invite tous à en faire autant. Sauf peut-être si vos pensées ne sont pas pures. Starker qui entend à peine à travers son globe. Je n'ai pas bien entendu. Mais comment inoffensif? Je vis sur cette planète depuis 30 ans, et je me porte comme un enfant, regardez-moi. Ah, mais j'oubliais, si vos pensées ne sont pas de première qualité, cela pourrait vous causer dommage. Comment ça? Dit Starker. Faites attention à vos pensées, répète le vieil homme. Au point où j'en suis, dit Jacques, j'enlève ce scaphandre trop lourd. Tu devrais en faire autant. Starker refuse et demande à ses hommes de les garder. Pourquoi les mauvaises pensées peuvent-elles nous être néfastes? Cette planète est radioactive, comme le dit votre ami, mais cette ionisation n'est pas néfaste comme elle l'est ailleurs. Le métal qui irradie la planète est de l'unicium, qui a le pouvoir de purifier tout ce qui est dans son champ d'action. De plus, il réagit au rayonnement électromagnétique des pensées. Celles qui sont négatives s'opposent à son champ de force. Vous sentiriez immédiatement les effets destructeurs du métal si vos pensées n'étaient pas justes. C'est un phénomène physique. Vous avez recueilli une jeune femme? Oui, il y a 6 jours. Vous la connaissez peut-être. Elle était blessée, mais maintenant elle est sortie d'affaire. Elle vous racontera ce qui lui est arrivé. Il y avait un homme avec elle. Où est-il? Cet homme? Il s'appelait Ghost, je crois. Je l'ai inhumé il y a 3 jours. Il est mort? s'étonne Jacques. Oui. C'était un homme qui portait un lourd fardeau au fond de lui. Mais il avait néanmoins du courage. Noès vous le dira. Tous ont entendu. Sa mort leur glace le sang. Plus personne n'ose dire mot pendant quelques minutes, tout en suivant l'homme. Jacques a une pensée qui lui vient. Courageux. Il a fait prendre des risques à nous tous. Tout ce sang dans ce vaisseau. Je pense qu'il n'était pas si bon que ça. Mais cette pensée négative, il la sent immédiatement monter dans son cœur, comme une brûlure, arriver dans sa tête, lui provoquant un étourdissement. Jamais cela ne lui était arrivé, mis à part sur ici, où un autre phénomène diabolique avait failli lui coûter la vie. Il se dit. Serait-ce donc là l'effet d'une mauvaise pensée? Il demande au vieillard, qui lui confirme. Mais où nous conduisez-vous? Demande Starker. Au puits de l'oubli. Vous y retrouverez Noès. Entre Jacques et cet homme, la confiance s'installe vite. Le puits de l'oubli. Qu'est-ce que cela peut bien être, enfin? Ils arrivent au pied d'un gouffre. Voici le puits de l'oubli, dit-il, présentant un trou immense. Nul n'en croit ses yeux. C'est un spectacle extraordinaire, comme une mer de vapeur de toutes les couleurs, où l'air ionisé crée partout, dans cette fosse, des arcs électriques. Ces crépitements éclatent et résonnent de partout. C'est l'unicium concentré en ce lieu qui donne ce phénomène, dit le vieil homme. Vous allez me suivre, nous allons pénétrer l'oubli. Je vous invite tous à quitter vos scaphandres. Vous devez maintenant prouver que vous êtes prêts à continuer votre voyage. Noès m'a parlé de votre mission. Jacques regarde Starker et ses compagnons. Tu vois, je ne suis pas mort. Tu dois faire comme moi. Vide ton esprit et tes pensées. Ne réfléchis plus. Oublie-toi complètement. Ce jeune homme a raison, il a bien compris ce qu'il faut faire. L'oubli de soi, se donner pour les autres, nos pensées égocentriques agissent comme le métal. Et Ghost l'a compris peu de temps avant de mourir. Starker regarde ses hommes, puis Jacques. Enfin, le puits de l'oubli. Il retire son scaphandre. Ses hommes en font autant. L'homme leur demande de le suivre. Il avance dans un petit goulot, pénètre dans une cavité remplie d'un brouillard étrange. Le vieillard les invite à y entrer. Les 2 premiers sont les hommes de Starker qui disparaissent instantanément. Mais Starker hésite. Jacques se lance et disparaît à son tour. Starker y va enfin. Dès qu'il a franchi le seuil, il sent le sol se dérober sous ses pieds, et il tombe dans le vide. Ouvrant les yeux, il ne voit que brouillard, néant et gaz phosphorescent. Ses pensées commencent à le pénétrer. La peur le transperce. Il sent la puissance négative de sa conscience comme pour Jacques précédemment. La pensée négative a fait ses ravages. Il se rappelle les conseils de Jacques. Je dois m'oublier. Il ferme les yeux et ne pense plus, enfin presque. Se donner pour les autres, se dit-il. Et c'est le trou noir, 1 seconde, 1 heure, une vie entière. Les yeux fermés, il se sent buter contre une pierre, et il regarde devant lui et voit ses 3 compagnons qui lui sourient. Jacques lui dit « Pas trop dur l'arrivée ?»
Starker ne comprend pas, mais se retournant, il voit le vieil homme franchir le passage qui les sépare de l'entrée, comme on passe une porte ordinaire, et lui sourit aussi. Starker sent en lui un changement. Quand il regarde autour de lui, il n'est plus tout à fait lui-même. L'homme le regarde et lui dit « Vous avez franchi la barrière ionisée des pensées. Vous êtes dans le puits de l'oubli. » Tous comprennent qu'ils ont laissé derrière eux une partie de leur vie et de leurs pensées qui ont été brûlées par l'unicium. Les radiations vous ont purifié. Cela était inévitable. Cette planète, si elle était visitée par l'humanité, pourrait la changer totalement ou la détruire. Suivez-moi, vous retrouverez votre ami. Sans hésiter, tous le suivent. Ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance. Ils suivent le vieillard, qui les fait descendre des couloirs caverneux. Enfin, ils arrivent dans une large cavité aménagée. Sur un lit, appuyé contre un mur, plus sombre, se réveille doucement Noëz. Jacques la voit et s'en approche, impatient de l'entendre et de revoir son regard profond et merveilleux. « Noëz, quelle joie de te retrouver !» Elle l'entend et se redresse délicatement. Jacques aperçoit son visage couvert des marques encore fraîches des cicatrices récentes. Il ne peut s'empêcher de lui demander ce qui lui est arrivé. Mais Noëz lui répond « Ne dis rien, je vais très bien, ce que tu vois sur mon visage n'est que le signe d'un homme qui s'est sacrifié. Ne pense rien et sois heureux de me revoir, comme je le suis aussi. » Le vieillard s'approche d'eux. Noëz le regarde et leur dit « Je vous présente Novam, qui est l'unique habitant de la planète, me semble-t-il. » Puis elle se lève, et posant une main sur l'épaule de Jacques. « Voici Jacques le terrien. » Puis Starker, le commandant du vaisseau. Et ces deux hommes, excusez-moi, je ne connais pas bien leur nom, bien que je les ai croisés souvent dans le vaisseau. Voici mon aide de camp, Nab, ajoute-t-il, et mon navigateur, Ries. Maintenant que les présentations sont faites, dit Novam, je vous invite à partager un repas convivial et fraternel, car je mets sous le signe de la fraternité notre collaboration à partir de maintenant. Comment cela? Demande Starker. C'est simple. Noëz m'a parlé de votre voyage et de son but. Je me fais une joie de vous accompagner à présent dans votre quête. Starker, qui se désaltérait, à ce moment s'étouffe. Quel dommage de ne plus avoir de mauvaises pensées, se dit-il. C'est une bonne idée. Faites vos bagages tout de suite, nous partons. Du calme, lui dit Jacques. Oh, je plaisantais. Noëz, comme cela était son habitude sur ici, met le couvert. Jacques voit qu'elle a des difficultés à bouger les bras et les épaules. Elle qui paraissait si souple. Mais Noëz ne dit mot, car elle s'est promise de ne jamais raconter ce qui s'est passé. Non, pas pour oublier, mais pour que la mémoire des Ghosts soit préservée et que son amour pour lui puisse vivre encore longtemps. À table, Starker demande à son tour pourquoi Egost a disparu. Novam prend la parole et raconte comment il l'a découvert, Noëz et Egost. Il décrit son sacrifice par la transfusion et détaille de quelle façon il l'a enterré, décrivant sa tombe recouverte de roches d'unicium qui purifie tout. Il ajoute « Noëz m'a confié que cette planète était le but de sa vie et qu'il voulait s'y installer définitivement. Ainsi a-t-il réalisé son rêve. » Tous ceux qui l'écoutent ont un sentiment d'admiration pour leur camarade, hélas mort aujourd'hui. Noëz a écouté l'éloge qu'en a tracé Novam. Elle en est aussi bouleversée et ne peut s'empêcher de rajouter. De cet homme, que j'aime encore, j'attends un enfant. Tous la regardent. Ils ne comprennent pas. Mais Novam, observant la scène, dit « Mes amis, voici une bonne nouvelle, je lève mon verre au futur enfant de Noëz. » Un peu plus tard, Starker demande à Novam pourquoi il se trouve maintenant seul sur cette planète. Starker, vous et vos deux compagnons, vous êtes de l'Unis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, à part Jacques et Noëz. Bon, bien. Donc vous avez étudié l'histoire de votre planète lorsque vous alliez à l'école. Vous avez peut-être appris qu'il y a 30 ans, un homme nommé Novalis est parti avec une armée entière à la conquête des 7 planètes de la perfection. Yes, un peu plus âgé que Starker, s'en souvient. J'étais très jeune, mais cela m'a marqué. C'était le grand dictateur. Il venait d'être consacré. Il était très prétentieux. Il est parti sur le champ à l'assaut des planètes mythiques. Il n'est jamais revenu. Son frère l'a remplacé depuis. Hélas, il est mort dernièrement. Novalis, c'était moi. Je suis l'ancien grand dictateur de l'Unis. Mais ma folie m'a conduit à la perte de tous mes hommes. Je me suis retrouvé échoué sur cette planète depuis 30 ans, sans jamais y voir d'autres hommes.
J'ai eu ici l'occasion de trouver enfin la paix, mais je savais que je n'étais pas arrivé au but final. Je savais aussi qu'un jour, un autre grand dictateur s'engagerait sur ce chemin. J'ai compris aussi que celui qui reprendrait cette route serait différent. J'ai reçu une clé pour faire ce chemin, mais je me suis égaré et on me l'a retirée. Mais si l'un d'entre vous a cette clé, c'est lui l'élu. À ce moment, Jacques met sa main sur sa poitrine et sent la clé sous son pull. C'est de cette clé dont vous parlez? Il montre celle qu'il a reçue par le vieillard lors de son investiture sur l'Unis. Novam n'en croit pas ses yeux, et des larmes lui coulent. Il dit: Jacques, c'est toi d'élu. Je te suivrai jusqu'au bout du chemin que tu parcours, car je te ferai profiter de mon expérience. Mais je ne suis qu'un terrien égaré. Je ne sais même pas où je vais ni dans quel but. J'avance pour retrouver la femme que j'aime, et qui par ma faute est perdue dans l'espace. Ta simplicité est ton atout. Je t'aiderai à atteindre ton but. Je ne sais même pas à quoi sert cette clé. Quand le moment sera venu, tu le sauras. Maintenant, si vous m'acceptez, je suis prêt à vous suivre. Les 4 autres amis sont restés en dehors de la conversation. Mais c'est un moment exceptionnel. Novam leur dit: Si vous avez résisté au rayonnement d'Unis, c'est grâce à Noès. Parce qu'elle vous accompagne, vous êtes des bienheureux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Noès avec soi. Maintenant, vous êtes prêts à poursuivre votre route. Noès, es-tu assez reposé pour reprendre ton voyage? Oui, Novam, car je ressens que Unis, planète purificatrice pour nos pensées, a largement fait son travail en nous. Nous le devons tous à Egost, et il nous accompagne comme une lumière, par l'enfant que je porte de lui. Ainsi se retrouvent-ils tous quelques heures plus tard dans l'immense vente du conquérant. À leur arrivée, Noès est conduite au bloc médical, car ce rude périple a été très éprouvant pour elle, et ses blessures sont nombreuses. Mais, fort heureusement, déjà cicatrisées. Elle nécessite tout de même quelques examens et soins supplémentaires. Le médecin la reçoit sur la table magnétique. À l'examen, il est détecté une fracture de la clavicule et quelques vaisseaux sanguins endommagés, mais sans conséquence, qu'il répare immédiatement. Je souhaite que vous me fassiez un examen de grossesse immédiatement. Le médecin est étonné mais accepte. Il met en marche le scanner qui cette fois fait apparaître sur un écran de contrôle les cellules d'un embryon pas plus gros qu'un grain de blé. Il est visible en 3 dimensions. Taille 1 mm, aucune anomalie. Naissance prévue dans 271 jours. Félicitations, vous êtes enceinte. Noès le sait depuis le premier instant. Vous êtes chanceuse, car depuis plusieurs mois, sur l'Unis, toutes les femmes semblent stériles. Vous êtes devenue unique.